Le but aujourd'hui sera de faire l'analyse linéaire du texte intitulé À la reine. Plus simplement, la dédicace à la reine. Donc l'extrait étudié ici ne sera pas entier, il s'agira de prendre quasiment tout le texte, c'est-à-dire depuis Madame jusqu'à Charmes éternels de la bienfaisance. Alors la dédicace à la reine est un des textes ajoutés au préambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans laquelle Olympe de Gouges s'adresse à la reine Marie-Antoinette, qui avait une réputation très mauvaise auprès du peuple qui l'accuse de trahison. Revenons rapidement sur Marie-Antoinette. Elle est née en 1755, morte en 1793. Parmi ses grands titres, elle a été archiduchesse d'Autriche, princesse impériale et princesse royale de Hongrie et de Bohême, avant-dernier enfant de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, sa dernière fille pour être exact, et de François Ier, empereur du Saint-Empire d'Autriche. Elle a aussi été reine de France et de Navarre entre 1774 et 1791, puis reine des Français entre 91 et 92, avant d'être finalement guillotinée en 1793. Olympe de Gouges s'adresse à elle en ayant deux objectifs: trouver une alliée de choix dans son combat pour l'égalité homme-femme et donner à la reine une opportunité de se racheter. Je vais passer maintenant à la lecture expressive. Madame, peu faite au langage que l'on tient au roi, je n'emploierai point l'adulation des courtisans pour vous faire hommage de cette singulière production. Mon but, madame, est de vous parler franchement. Je n'ai pas attendu, pour m'exprimer ainsi, l'époque de la liberté. Je me suis montré avec la même énergie dans un temps où l'aveuglement des despotes punissait une si noble audace. Lorsque tout l'Empire vous accusait et vous rendait responsable de ces calamités, moi seul, dans un temps de trouble et d'orage, j'ai eu la force de prendre votre défense. Je n'ai jamais pu me persuader qu'une princesse, élevée au sein des grandeurs, eût tous les vices de la bassesse. Oui, madame, lorsque j'ai vu le glaive levé sur vous, j'ai jeté mes observations entre ce glaive et la victime. Mais aujourd'hui que je vois qu'on observe de près la foule de mutins soudoyés, et qu'elle est retenue par la crainte des lois, je vous dirai, madame, ce que je ne vous aurais pas dit alors. Si l'étranger porte le fer en France, vous n'êtes plus à mes yeux cette reine faussement inculpée, cette reine intéressante, mais une implacable ennemie des Français. Ah, madame, songez que vous êtes mère et épouse, employez tout votre crédit pour le retour des princes. Ce crédit, si sagement appliqué, raffermit la couronne du père, la conserve au fils, et vous réconcilie l'amour des Français. Cette digne négociation est le vrai devoir d'une reine. L'intrigue, la cabale, les projets sanguinaires précipiteraient votre chute si l'on pouvait vous soupçonner capable de semblables desseins. Qu'un plus noble emploi, madame, vous caractérise, excite votre ambition et fixe vos regards. Il n'appartient qu'à celle que le hasard a élevée à une place éminente, de donner du poids à l'essor des droits de la femme, et d'en accélérer les succès. Si vous étiez moins instruite, madame, je pourrais craindre que vos intérêts particuliers ne l'emportassent sur ceux de votre sexe. Vous aimez la gloire. Songez, madame, que les plus grands crimes s'immortalisent comme les plus grandes vertus. Mais quelle différence de célébrité dans les fastes de l'histoire! L'une est sans cesse prise pour exemple, et l'autre est éternellement l'exécration du genre humain. On ne vous fera jamais un crime de travailler à la restauration des mœurs, à donner à votre sexe toute la consistance dont il est susceptible. Cet ouvrage n'est pas le travail d'un jour, malheureusement pour le nouveau régime. Cette révolution ne s'opérera que quand toutes les femmes seront pénétrées de leur déplorable sort et des droits qu'elles ont perdus dans la société. Soutenez, madame, une si belle cause, défendez ce sexe malheureux, et vous aurez bientôt pour vous une moitié du royaume, et le tiers au moins de l'autre. Voilà, madame, voilà par quels exploits vous devez vous signaler et employer votre crédit. Croyez-moi, madame, notre vie est bien peu de choses, surtout pour une reine, quand cette vie n'est pas embellie par l'amour des peuples et par les charmes éternels de la bienfaisance. Alors, concernant cet extrait, plusieurs problématiques sont possibles. On peut s'intéresser aux messages transmis, aux intentions dans l'épître dédicatoire, de quelle manière rallier la reine à sa cause, ou encore la rhétorique que Olympe de Gouges utilise pour persuader la reine. Alors, ce sont des problématiques similaires les unes aux autres, mais les nuances qu'il y a dans chacune sont à vérifier afin d'adopter un développement adéquat.
Voici ma problématique. Par quels moyens, à travers un épître dédicatoire rhétorique et critique, Olympe de Gouges parvient-elle à s'adresser à la reine dans le but de la persuader de rallier sa cause? Un découpage s'impose naturellement, donc les alinéas permettent de définir le découpage, mais aussi il y a une histoire de logique avec les phrases. Ici, je propose un découpage en 3 parties. Tout d'abord de la ligne 1 à 29, donc du mot madame jusqu'à la fin de capable de semblables dessins. La deuxième partie commence à la ligne 30 et s'arrête à la ligne 50, qu'un plus noble emploi jusqu'à le tiers au moins de l'autre. Et enfin, pour la troisième partie, il s'agira de la ligne 51 jusqu'à la ligne 55, donc de voilà madame jusqu'à charmes éternels de la bienfaisance. Vous remarquerez que je n'ai pas exploité tout le texte et je pense aussi qu'une partie de celui-ci sera à nouveau tronquée, car peut-être trop long pour une analyse linéaire de type bac. Bien. Concernant la première partie de ce texte, il s'agit de montrer qu'Olympe de Gouges s'adresse à la reine, non pas pour son titre, mais de femme à femme. Elle commence par une apostrophe, car déjà, dès le départ, elle interpelle Madame. Alors, une première remarque importante ici, Olympe de Gouges s'adresse à elle en tant que Madame et non en tant que Majesté, comme c'était imposé à l'époque. Alors, le choix de ce titre montre déjà l'honnêteté qu'elle affirme dans cette phrase, mais aussi qu'elle cherche à atteindre la femme et pas uniquement la reine. Il y a toujours des marques de respect qui sont présentes, mais il y a un besoin de se rapprocher et d'accentuer la raison pour laquelle elle s'adresse à Marie-Antoinette. Elle s'adresse à elle car c'est une femme, certes, une femme avec un statut politique, mais d'abord, avant tout, une femme comme elle. Dans la suite, elle accentue le fait qu'elle est différente des autres qui s'adressent à elle. Lorsqu'elle dit « peu faite au langage que l'on tient au roi », etc., elle sous-entend ici qu'elle sera honnête, en opposition au mot adulation, qui inclut une part d'hypocrisie. Lorsqu'elle dit « mon but, madame, est de vous parler franchement », elle utilise l'adverbe « franchement » pour qualifier sa façon d'être, ce qui crédibilise son discours. Désormais, c'est celui d'une femme honnête, sincère. Après cela, on a une nouvelle remarque qui la définit. Ici, « je n'ai pas attendu » sous-entend qu'elle est impatiente et téméraire, car elle a déjà défendu la reine avant la Révolution et le droit à la parole. Dans la phrase suivante, nous trouvons plusieurs éléments remarquables. D'abord, il y a une métaphore de l'aveuglement qui est associée au terme « despote ». Ici, à travers cela, on trouve un reproche de l'inaction des nobles et du manque de considération de la souffrance du peuple. On rappelle que les despotes, il s'agit ici d'un pouvoir absolu qui est rejeté durant cette période comme étant un mouvement politique négatif. Alors, à côté de ça, elle met en opposition sa propre action, qui cette fois-ci, du coup, est légitime. Elle la qualifie de noble audace, donc c'est une action dangereuse, vu que c'est une audace. L'action dangereuse en question ici, c'est de s'exprimer sur l'égalité homme-femme. Mais le fait qu'elle l'ait qualifiée avec l'adjectif noble la rend nécessaire, digne et morale. Alors, une autre remarque, la noble audace dont elle parle ici est en fait une anecdote de 1798, car elle avait déjà écrit des textes réclamant l'égalité homme-femme à cette époque, notamment une pièce de théâtre qui s'appelle Molière chez Ninon. Alors, elle insiste aussi sur le fait qu'elle est loyale, car dans la phrase suivante, elle reprend des faits antécédents. Au mois de mai 1791, elle avait écrit une adresse à la reine, dans laquelle elle s'adressait à celle-ci. À ce moment-là, Marie-Antoinette était accusée de comploter avec son frère l'empereur d'Autriche. On trouve d'ailleurs une tournure hyperbolique tout l'Empire, qui permet de qualifier la France, la considérer comme un tout, unique, qui est associé d'ailleurs à une figure d'exagération, qui décrédibilise les gens qui sont contre la reine, car ceux-ci la rendent responsable de ses calamités. Calamité étant un terme ici volontairement exagéré. Sa phrase se poursuit et on trouve mise entre deux virgules un pronom tonique, moi, associé à l'adjectif seul, moi, seul, ce qui permet d'insister sur le sujet. Cela permet à Olympe de Gouges de s'opposer à tout l'Empire. C'est un personnage unique qui est contre la France, mais allié à la reine.
D'ailleurs, avec ce pronom et son adjectif, on trouve un complément circonstanciel de temps, qui suit ce groupe pronominal donc. C'est dans un temps de trouble et d'orage. C'est un magnifique zeugma qui associe le trouble, donc l'abstrait, l'orage concret, et qui renforce la dangerosité de ses actions et des risques pris. Elle achève sa phrase complexe avec « J'ai eu la force de prendre votre défense ». Là, ici, on a encore un autre mot qui qualifie justement ces actions comme étant une force, avec le sous-entendu que c'est un effort, une complexité de prendre la défense de la reine à cette époque. Venons-en à la phrase suivante. Oui, madame. Alors déjà, le paragraphe suivant commence avec l'adverbe « oui », comme pour répondre à une question posée, ou au moins pour confirmer une annonce. S'ensuit en reprise le titre de madame, toujours avec les mêmes sous-entendus de respect, mais aussi de proximité. Et ensuite, un premier complément, lorsque j'ai vu le glaive levé sur vous. Alors ici, c'est encore une remarque historique. Le glaive, il symbolise la justice et non la condamnation à mort de la reine, qui aura lieu 2 ans après, qui n'était pas anticipée à cette époque. Donc, lorsque j'ai vu le glaive levé sur vous, j'ai jeté mes observations entre ce glaive et la victime. Alors là, nous avons du coup une métaphore qui associe les observations à un rempart contre la justice, le glaive, qui ici est injuste, car elle cherche à condamner, le glaive sous-entendu la violence de la punition, et la victime, ici, la reine, qui du coup, dans cette phrase, est présentée comme accusée à tort. Encore une fois, cela permet à Olympe de Gouges d'affirmer sa loyauté, car elle défend la reine tout en légitimant cette défense des droits de la femme qu'elle fait après. Alors, l'analyse suivante est un peu plus longue, mais elle permet de montrer la logique de la phrase complexe de Olympe de Gouges. Alors, cette suite de propositions commence avec la conjonction de coordination « mais », donc qui annonce un changement, une opposition. À côté de cela, Olympe de Gouges a ajouté « aujourd'hui ». Le changement est actuel. Présenté ensuite, quel est le changement ? Il y a un changement lié à la foule de mutins soudoyés. Alors ici, c'est une allusion au fait que les aristocrates qui avaient fui la France, donc immigrés, préparaient une mutinerie contre la France révolutionnaire. Donc il y avait une menace de guerre. Et le fait que cette foule est retenue par la crainte des lois. Alors là, on parle des lois menaçantes, celles qui punissent notamment de mort. C'est une allusion justement au début des exécutions un peu faciles des opposants au régime qui se met en place. Future terreur qui va d'ailleurs coûter la vie à Olympe de Gouges. Donc, en résumé, elle est en train de dire que aujourd'hui, les conditions de parole sont menacées, car certains veulent une révolte et d'autres ont peur de la loi. Dans ces conditions, elle poursuit en disant « Je vous dirai ». Il s'agit d'un futur, futur de l'indicatif, pardon, une annonce affirmée de manière catégorique. C'est d'ailleurs sa valeur future catégorique. Je vous dirai ce que je ne vous aurais pas dit alors. Donc ce changement impose l'action qui, présentée ici au conditionnel, aurait dit, n'aurait pas eu lieu sans cela. Pour la tournure suivante, donc la phrase commence avec une condition posée. Si l'étranger porte le fer en France, annonce une possible attaque d'un autre pays, si la guerre éclate avec les pays voisins. C'est littéralement ce qu'elle est en train de dire. Vous n'êtes plus. Alors ici, les propositions sont reliées par une relation de conditions, mais aussi de menaces. Si il y a une guerre, alors vous n'êtes plus. Mais vous êtes à la place. Donc pour conserver le statut de victime et de reine intéressante que Olympe de Gouges lui accorde, la reine doit choisir de rallier la cause révolutionnaire et non d'aider justement le renversement ou une possible guerre avec d'autres pays, notamment l'Autriche, qu'on rappelle être le pays de son frère. Et donc, cela permet à Olympe de Gouges de proposer à la reine de venir vers elle et de rallier sa cause pour l'égalité homme-femme.
La menace qui est sous-entendue ici, c'est que si elle ne le fait pas, elle deviendrait une implacable ennemie des Français. Il n'y a plus d'ambiguïté possible, elle deviendrait une menace pour le pays. La phrase suivante commence avec une interjection « ah » qui sous-entend justement une émotion forte, et le « madame » qui reprend. Dans cette phrase-ci, nous trouvons des conseils à la reine. Songez, qui est un ordre poli ici, que vous êtes mère et épouse. Ici, l'Olympe de Gouges accentue les autres rôles que celle-ci a, pas uniquement le rôle politique, qui sont associés à un crédit. Ici, cela signifie une influence pour le retour des princes. Alors ici, on parle en fait en réalité du retour du prince héritier et des aristocrates exilés afin d'empêcher tout complot. Donc ici, l'objectif d'Olympe de Gouges, c'est de proposer une solution pour la reine afin qu'elle puisse se racheter, c'est-à-dire reprendre le trône pour son fils de manière légitime, réconcilier la noblesse et le peuple. Dans la phrase suivante, qui est au présent de vérité générale, elle montre l'utilisation possible de l'influence de la reine de manière positive, car sagement appliquée, donc ici avec sagesse. L'idée est de proposer une reprise du pouvoir par le roi, surtout afin de conserver la couronne pour le prince, et aussi d'obtenir le soutien du peuple. On remarque d'ailleurs un rythme ternaire qui permettrait de contenter la reine sur les 3 fronts, le père, le fils, le peuple. La phrase suivante a pris la forme d'une maxime. Je rappelle, une formule énonçant une règle de conduite, donc une règle morale. Ici, le but est de montrer à la reine qu'elle a pour devoir de négocier pour le bien de tous, le peuple, le roi, le fils. C'est une opposition d'ailleurs avec la phrase suivante, l'intrigue, la cabale, les projets sanguinaires, dans laquelle on retrouve à nouveau un rythme ternaire, toujours rhétorique, qui annonce les 3 aspects négatifs de la politique. L'intrigue, c'est-à-dire l'entente secrète pour favoriser ou nuire à quelqu'un. La cabale, un complot organisé pour nuire à quelqu'un. Les projets sanguinaires, donc en l'occurrence l'assassinat. Alors ici, ce triple sujet du verbe précipiterait, qui est au conditionnel, donc ici avec une valeur de futur dans le passé, présente des conséquences possibles des actions de manipulation politique. Clairement, Olympe de Gouges est en train de présenter à Marie-Antoinette une situation qu'elle ne veut pas et qu'elle déconseille fortement. Mais afin de poursuivre son oratoire, sa rhétorique, elle rajoute une proposition qui commence par « si », donc sous-entendu avec une hypothèse. Ce qui veut dire que toute la phrase est hypothétique, mais la tournure de la phrase amène les annonces, les conséquences après les annonces. C'est une forme de retenue polie. On pourrait ainsi soupçonner la reine, mais on ne la soupçonne pas. Ça sous-entend que justement, Olympe de Gouges reste une alliée de la reine, loyale, prévenante, et qu'elle ne l'accuse pas de faire partie de ses intrigues, cabales et projets sanguinaires.